Et avec moi sur ce plateau ce soir, Christophe Najlen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député d'hiver droite des Vosges et rapporteur de cette commission d'enquête sur les moyens et les missions des forces de sécurité. C'est donc votre rapport que nous allons disséquer ce soir. En face de vous, Hugo Bernalicis, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, député La France Insoumise du Nord. Vous suivez ces questions pour votre groupe à l'Assemblée. Jean-Marc Bailleul, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, CFDT. Enfin, j'accueille Olivier Kahn, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue, professeur de droit pénal à l'Université de Tours, chercheur associé au CESDIP, centre de recherche au CNRS, spécialiste des questions de maintien de l'ordre. On va parler donc de ce nouveau rapport alarmant sur les moyens et les conditions de travail dans la police. Il intervient aussi dans un contexte particulier, la crise des Gilets jaunes, les violences policières, on en dira un mot. On vient donc à présent à notre débat. 5 mois passés à auditionner la police et la gendarmerie, la commission d'enquête sur les moyens et les missions des forces de l'ordre décrit un système au bord de la rupture. 7 policiers sur 10 ne sont pas satisfaits de leur lieu de travail. Les essentiels sont signés ce soir par Maïté Frémont. Des cafards, des toilettes inondées ou encore des voitures en très mauvais état. 2 ans après ces photos prises par des policiers, c'est au tour des parlementaires de tirer la sonnette d'alarme. Pour ce rapport, ils ont été 13 735 à témoigner. Des policiers, des gendarmes, des réservistes. Tous font état d'une situation critique déjà maintes fois dénoncée. Ce qui les inquiète, ce sont d'abord leurs logements. Le chiffre est éloquent. 80% des casernes ont par exemple plus de 50 ans. Leurs véhicules aussi sont jugés vieillissants. Plus de 7 ans, c'est l'âge moyen d'une voiture de la police nationale. Le rapport préconise donc de rajeunir le parc automobile, ce qui coûterait 40 millions d'euros au minimum. Autre conclusion, la mise en avant de l'accumulation des heures supplémentaires, 164 heures en moyenne par agent de la police, ce qui représente pour les ressources humaines plus de 272 millions d'euros. Les tâches administratives sont également pointées du doigt. 28 heures, c'est le temps en moyenne consacré pour rédiger une procédure, une activité trop complexe qui se multiplie pour les forces de l'ordre. Pour améliorer leurs conditions de travail, 27 propositions ont été retenues, parmi lesquelles moins de lourdeur administrative et bien sûr plus de moyens, avec à la clé des recrutements d'effectifs. Christophe Najlen, c'est vous qui avez écrit ce rapport. Vous avez recueilli 13 700 témoignages parmi les forces de l'ordre. S'il fallait retenir, au fond, dans l'état des lieux, ce qui vous a le plus marqué, qu'est-ce qui est, à leurs yeux, le plus préoccupant ? Clairement, l'état du parc immobilier. Dans votre reportage, vous avez beaucoup parlé de la police. Moi, je tiens à rééquilibrer les choses en parlant aussi de la gendarmerie, parce que les deux sont concernés. Et en plus, dans les casernes, on a les familles des gendarmes qui vivent dans certaines casernes. Quand on va au commissariat de Fontainebleau, l'état est déplorable et catastrophique, avec des infiltrations partout. Quand vous allez à la caserne de Flandre à Dijon, c'est exactement la même chose dans les logements. Donc, à un moment donné, il y a une vraie problématique immobilière sur nos deux forces, que ce soit la gendarmerie nationale ou la police nationale. Hugo Bernalicis, c'est un rapport qui arrive dans un contexte particulier. Il ne dit pas rien d'ailleurs de ce contexte, ce rapport. On y reviendra. Il y a des choses notamment sur certaines armes utilisées, le LBD. Ce n'est pas le sujet principal du rapport. Mais il n'ignore pas le contexte, même si c'est un rapport sur les moyens. Quand vous entendez ces chiffres-là, ce constat-là, vous dites il faut agir. Oui, moi vous savez, mon ancien boulot c'était de gérer les dépenses de la police et de la gendarmerie pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie qui s'appelle maintenant Hauts-de-France. Donc je voyais passer les factures, les budgets et l'exécution du budget. Donc forcément je peux être que d'accord avec le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de moyens, au moins de fonctionnement. Sur les RH c'est encore un autre débat et on l'aura tout à l'heure sans doute, mais sur les moyens de fonctionnement, oui. Et quand j'ai dénoncé devant le ministre, quand on l'a auditionné en commission des lois en disant mais attendez, vous nous expliquez que le budget ne cesse d'augmenter et que dans le même temps les circulaires de budgétisation, c'est le document qu'on donne aux responsables pour faire le budget, on leur dit vous prenez le budget de l'année N-1 et vous mettez sanctuarisé le budget dans ce quinquennat. Et vous mettez moins 4%, c'est-à-dire que le budget à l'Assemblée est sanctuarisé, voire même en augmentation. Absolument. Et le budget de fonctionnement dans les services, il continue d'être en diminution, on continue de demander à faire des efforts budgétaires pour les policiers et les gendarmes. Sauf peut-être un peu pour l'administration centrale avec quelques matériels, etc. Mais ça n'a pas
pas l'impact démesuré. Je me souviens de l'audition du ministre dans le cadre de la commission d'enquête, où le ministre dit on va essayer de s'améliorer parce que on s'est rendu compte que quand même embaucher beaucoup de gens, fallait prévoir le budget de fonctionnement en conséquence. Oui, forcément. Ça paraît tellement évident que je me dis mais qui sont ces gens qui ne pensent pas à ça? Ce qui ressort de ce rapport, c'est vrai que ce sont à la fois les murs, si je peux dire, et les équipements. On va parler des voitures, etc. Le matériel, c'est fondamental. Ça fait longtemps qu'on entend parler de la colère des policiers, parfois même des mal-être. Il y a eu des émissions ici sur ce plateau sur les suicides dans la police. Là, on parle, au fond, du dur, c'est-à-dire des conditions de travail au quotidien. C'est important de mettre ça en haut de l'agenda? C'est fondamental parce que pour une profession qui doit se faire respecter, le respect, il passe aussi par l'image qu'on renvoie. C'est-à-dire les locaux dans lesquels on accueille le public, ceux où on accueille les victimes. C'est vrai que c'est honteux. Vous avez cité Fontainebleau, qui est, je pense, en tête de gondole. On aurait pu citer Fécamp aussi, où j'ai eu des photos cet après-midi. C'est catastrophique. Et donc finalement, à la fois le public a une mauvaise image de ces locaux, et les policiers qui y travaillent ont un peu honte de travailler dans de telles conditions. Puis alors les véhicules, c'est quand même un phénomène récurrent depuis une vingtaine d'années, où finalement on a acheté des voitures, mais on fait du coup par coup. Sans faire de prévisionnel. Donc on voit bien qu'entre police et gendarmerie, on a une usure moyenne des véhicules d'à peu près 7 ans et quelques. On pourrait parler du kilométrage, parce qu'il y a des véhicules à plus de 400 000 km. Je me rappelle quand même du directeur général de la gendarmerie, quand il avait été auditionné l'année dernière, qui avait dit oui, effectivement, il y a des véhicules de gendarmerie qui roulent avec des pneus lisses. Donc vous voyez l'image de policiers ou de gendarmes qui doivent verbaliser des gens pour des infractions routières qui eux-mêmes ne respectent pas la réglementation. Être policier, être gendarme, c'est la fonction publique. Est-ce qu'elle est moins bien dotée de ce point de vue-là que d'autres fonctionnaires, ou au fond, c'est le lot malheureux d'une fonction publique qui va mal en France? Non, je crois effectivement que peut-être les policiers, et je le dis vraiment sans ironie, ont la chance d'avoir encore des parlementaires qui continuent à s'intéresser à cette question. C'est-à-dire qu'on se souvient d'un garde des Sceaux précédent qui parlait de clochardisation de la justice et des locaux. On a vu l'image de certaines prisons où les locaux n'ont rien à envier à cela. Et dans l'université, vous avez montré les photos de toilettes de commissariat. Un petit tour aux toilettes de la faculté de droit de Nanterre permet de voir qu'il y a... Donc je pense que c'est effectivement un problème plus large que celui simplement de la police. La police a la chance d'avoir des parlementaires qui continuent à attirer l'attention des autorités sur ces questions, ce que n'ont probablement pas d'autres services considérés comme, d'autres parties de la fonction publique. Alors la preuve par l'image, et puis on débat des solutions juste après. Clément Perrault s'est rendu au siège de la police dans le Val-de-Marne, où vous allez le voir, les conditions de travail laissent pour le moins à désirer. Reportage. Vu de l'extérieur, rien d'anormal sur ce bâtiment de la police nationale. Mais dans les sous-sols, c'est un tout autre visage. Ce représentant syndical nous reçoit pour nous montrer l'envers du décor. Voilà, le papier peint est arraché. Là, comme vous pouvez le constater, les faux plafonds, c'est la même chose, arraché. Les câbles qui sortent à moitié. D'ailleurs, c'est par ici. Là, il y a des canalisations qui passent. Et c'est par ici qu'il y a 2 ans, il y avait de l'urine qui ruisselait par les faux plafonds. Donc sur la tête des collègues qui arpentaient le couloir là, il y avait de l'urine qui leur tombait sur la tête. Et ça a duré plusieurs jours. Ces couloirs transpirent l'humidité et la vétusté. Nous sommes pourtant à la DTSP, la Direction territoriale de la sécurité publique du Val-de-Marne. Plus de 700 fonctionnaires de police travaillent ici. En théorie, c'est la vitrine de la police dans le département. Force est de constater que ce sont les rats du navire qui sont dans la cale, puisqu'effectivement au 5e étage, là où est basé l'état-major, là où est basée la direction, tout est beau, tout est propre, tout est repeint. Cette situation est vécue comme un manque de reconnaissance par les policiers, bien au-delà du Val-de-Marne. 37 collègues se sont donné la mort depuis le 1er janvier 2019. Les conditions de travail, et notamment la vétusté des locaux, contribuent à entretenir ce mal-être, bien sûr. Autre commissariat de banlieue parisienne. Ces images ont été prises il y a 2 ans à Coulommiers, dans le cadre d'un concours photo et vidéo organisé par un syndicat policier. Le but était d'alerter sur les conditions de travail. Ce poste de police a alors remporté le prix peu reluisant de pire commissariat de France. Sébastien Lélier est délégué syndical dans le département. Il se souvient de ses visites sur place. C'était une infection. On rentrait dedans, on avait des bouffées d'odeurs, de moisissures, voilà. Les collègues étaient déprimés de rien que de rentrer dedans.
Suite au retentissement de ce concours et de ces images, l'administration a effectué d'importants travaux à Coulommiers. Mais les problèmes persistent dans le département. À Fontainebleau, le mur d'enceinte du parking s'est écroulé sur des voitures. Le bâtiment est rongé par l'humidité et menace de s'effondrer selon les policiers. Les parois sont fissurées d'un peu partout. Il y a des problèmes d'infiltration d'eau, donc de moisissure, donc des problèmes d'hygiène. En général, les gens qui viennent au commissariat, c'est pas la plus belle journée de leur vie. Automatiquement, si le bâtiment, excusez-moi, leur tombe dessus, ça ne va pas l'améliorer. On ne peut plus faire un réel travail de service public dans ces conditions. 100 millions d'euros supplémentaires par an pour les besoins immobiliers de la police et de la gendarmerie, c'est ce que préconise au minimum la commission d'enquête dans son rapport. Alors justement, ces 100 millions, expliquez-nous, qu'est-ce que vous proposez, Christophe Naegelen, pour essayer de tordre le cou à ce parc immobilier qui prend l'eau, si je puis dire? En fait, à instant T, il faudrait beaucoup plus en somme. Ce que dit le rapport, c'est que sur un certain nombre d'années, si nous budgétions 50 millions d'euros supplémentaires en investissement pour la gendarmerie nationale, pour l'immobilier de la gendarmerie nationale, 50 millions pour l'immobilier de la police nationale, nous pourrions, sur un laps de temps de 3, 4, 5 ans, revenir sur le manque d'investissement qu'il y a eu sur ces 10 dernières années. On a clairement un besoin d'investissement supplémentaire. On sait qu'il n'y a pas des moyens qui sont illimités. La majorité des propositions de ce rapport-là ont été budgétés. C'est pour ça que plutôt que de dire un chiffre farfelu, à la suite des auditions, nous sommes tombés sur un chiffre qui est environ de 50 millions par force pour chaque année sur un certain nombre. Si on totalise tous les besoins par force de l'ordre par an, ça fait combien? Alors, ça dépend si vous ajoutez juste pour qu'on sache si c'est réaliste. Si vous ajoutez l'immobilier, l'effectif et les équipements, grosso modo, pour la gendarmerie, avec 100 millions d'euros supplémentaires. Pourquoi? Si je peux le détailler très rapidement. 32 millions d'euros supplémentaires pour le recrutement et arriver à avoir des escadrons de gendarmerie à 125 gendarmes. 20 millions à peu près pour les véhicules, plus ces 50 millions pour l'immobilier, on est à peu près à 100 millions. Jean-Marc Bailleul, vous dialoguez avec l'exécutif, avec Christophe Castaner. Oui, on dialogue. C'est pas pour autant qu'on a des réponses à nos questions. Pour autant, il avait été fait il y a 3 ans un diagnostic sur la remise à niveau du parc immobilier de la police nationale. C'était 1 milliard d'euros. Voilà, c'est 1 milliard d'euros et je ne parle pas de l'équipement, simplement de la remise à niveau. Donc 1 milliard, on les a pas. Un commissariat d'une ville moyenne, réhabilité ou neuf, c'est à peu près des programmes à 12 millions d'euros. Donc il y a aussi, vous parliez de Fontainebleau, je vais en parler parce que on est un peu fatigués, nous les policiers, d'être aussi victimes quelquefois de tiraillements entre élus. Vous voyez, à Fontainebleau, il y a une guerre entre le maire de Fontainebleau et le maire d'Avon pour savoir qui va emporter le lieu d'implantation du commissariat. Donc là, c'est fatigant parce que souvent, budgétairement, les exercices sont pluriannuels. Donc si on loupe le coche, on repousse de plusieurs années. Donc il y a un moment donné, il faut être assez pragmatique, aller au plus simple et faire en sorte que, effectivement, ce qui a été dénoncé à Fontainebleau, on le résolve et qu'on arrête de voir qu'il y a des guerres entre élus pour savoir qui emportera le marché, quoi. En fait, c'est un peu ça. Hugo Bernalicis, quand on est comme ça de deux bords différents, cette guéguerre entre élus sur le terrain au niveau local, non, mais là, vous êtes prêt à mettre fin parce que c'est aussi que là se jouent des questions de budget. Non mais c'est à l'État de prendre ses responsabilités. S'il y a 2 offres politiques, il y a 2 communes qui proposent un terrain à construire, l'État il dit on met là et puis point barre, quoi. Faut plutôt mettre du même côté politique en plus. Non mais je veux dire, il faut trancher. Moi là-dessus, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Mais je suis par ailleurs pour qu'on démultiplie les implantations locales de la police nationale. Pour qu'on arrête de faire des gros hôtels de police, usines où tout le monde est entassé, etc. Je vois bien l'intérêt que ça a pu avoir, mais on voit aussi les désintérêts que ça a, notamment quand on parle de police de sécurité du quotidien. Il faut imaginer les moyens. Pour faire quoi? Parce que des moyens, ok, mais pour faire quoi? Quelle politique on veut conduire? Qu'est-ce qu'on veut faire de la police nationale, de la gendarmerie nationale? Quelle mission on veut leur donner? Et donc, moi, c'est plus vers ça qu'il faut tendre. Sauf que faire des petites implantations locales, ça coûte cher
en hommes et femmes, parce qu'il faut du monde pour tenir la boutique, 24 heures sur 24. Donc c'est consommateur d'effectifs, et puis c'est consommateur d'investissement. Et c'est pour ça qu'on a fait le chemin inverse, qu'on essaie de faire des économies. Olivier Kahn, vous l'avez lu attentivement, ce rapport. Il y a une volonté de redéployer des missions du national vers le municipal, vers la police municipale ? Non, on peut pas l'affirmer comme ça, mais il y a effectivement des éléments qui tendent à renforcer les pouvoirs de la police municipale et entre autres à donner accès à la police municipale à des fichiers de police qui me semblent poser un certain nombre de difficultés. Et en tous les cas, ça s'inscrit effectivement dans un mouvement plus large où on voit depuis un certain temps, vous parliez des locaux, on avait eu il y a quelques années toute une publicité autour de Voipi qui avait conçu un commissariat pour la police municipale et pour la police nationale. Et il y a certainement cette idée que les contraintes budgétaires auxquelles est soumis l'État doivent conduire à dégager la police nationale d'un certain nombre de missions pour les transférer progressivement vers la police municipale et donc en augmentant les pouvoirs de la police municipale. Et donc en augmentant les missions. La police municipale, c'est déjà problématique à certains égards. Le secteur privé, ça devient Christophe Najlen. Non, le but n'est pas du tout de transférer des missions de la police nationale à la police municipale. Le but est simplement de dire que la police municipale doit prendre tout son poids dans le continuum de sécurité et on doit leur donner plus de moyens en ouvrant aussi, en élargissant les fichiers. Je pense notamment au fichier des véhicules volés, au fichier des véhicules des personnes recherchées et en mettant la cause pourquoi la personne est recherchée. Tout simplement dire clairement, la police municipale fait partie et travaille tous les jours pour la sécurité des Français et font partie de ce continuum de sécurité. Jean-Claude Baillet. Marc, il y a un enjeu, pardon, il y a un enjeu majeur aussi par rapport aux polices municipales. Je me rappelle d'une mairie du Nord qui avait fait un référendum officieux, mais bon, auprès de ses citoyens pour savoir s'ils voulaient une police municipale. Et les gens s'étaient prononcés majoritairement contre. Pourquoi ? On a un gros problème de sécurité à deux vitesses. Le risque d'un transfert, et j'ai bien compris que ce n'était pas l'objectif, c'est qu'à un moment donné, les mairies, on l'a vu sur Nice, Cannes, Antibes, qui ont les moyens de se payer des grosses polices municipales, vont pouvoir le faire, et les communes pauvres, elles n'auront pas les moyens. Donc là, on a un problème, y compris aussi d'image, où on voit que les policiers nationaux voient les polices municipales se renforcer, celles qui ont de l'argent, avoir des moyens, et eux, toujours attention à la rupture de l'égalité entre les territoires. Il y a un droit à la sécurité qui doit être identique pour tout le monde, et le glissement serait dangereux. Hugo Bernalicis. Le glissement a déjà largement commencé et entamé, surtout qu'en plus la question de sécurité au sens mission de police, elle est bien régalienne, et elle n'est pas municipale. Et c'est pas prévu dans le budget d'une municipalité de dépenser autant d'argent sur la sécurité. Ça se fait nécessairement au détriment d'autres missions de service public local. Ça, il ne faut pas l'oublier. Moi, je pense qu'il y a une hypocrisie sur cette histoire de continuum de sécurité avec la police municipale. Ça a été identifié depuis longtemps. Les policiers municipaux veulent avoir les prérogatives des policiers nationaux. Ils le revendiquent, ils le demandent, l'armement, l'accès aux fichiers, etc. Si, tous les syndicats de policiers municipaux le demandent. Et moi, je suis en désaccord avec ça. Ou plutôt, je propose qu'on arrête de l'hypocrisie et qu'on intègre tous les policiers municipaux au sein de la police nationale et qu'on ne laisse que les missions de garde champêtre pour les communes et les ASVP. Voilà. ASVP, pas trop de sigles. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est des agents de sécurité sur la voie publique. D'accord, c'est dit. C'est ceux qui enfin bon, c'est les qualifications judiciaires qui sont les plus basses, voire inexistantes, mais verbalisées. D'accord. Voilà. Pour des stationnements. C'est ça. Mais il faut bien se dire que c'est 20 000 personnes quand même dont on parle sur le pays, la police. Bon, il y a d'autres solutions, notamment la question des lourdeurs administratives. On va y venir. Vous voulez rajouter une chose ? Je voudrais vous montrer après l'extrait d'un documentaire. Il y a dans le rapport cette idée de supplétif, les polices municipales comme supplétifs et qui s'en plaignent. Et c'est vrai qu'on y assiste. C'est-à-dire, si on prend par exemple les opérations dites coup de poing de contrôle des titres de transport, vous avez dans la plupart des villes de province une association de la police nationale qui met quelques effectifs et de la police municipale, alors que effectivement le rapport le rappelle aussi, en termes de possibilité légale de contrôler les identités, c'est très compliqué pour les policiers municipaux. Alors on va continuer à égrener les solutions. Je vous donne la parole dans quelques instants, mais parce que
il y a évidemment les problèmes matériels. On a parlé des murs, des bâtiments, un petit peu des équipements, les voitures parfois qui tombent en panne alors que vous êtes en pleine filature. Il y a des situations un peu ubuesques dans la police. Mais il y a aussi un mal-être. Les manifestations de policiers en colère, elles datent pas d'hier. On va vous montrer un extrait d'un documentaire qui s'appelle Dans la tête d'un flic, François Silowitz. C'est un policier qui raconte un peu sa peur, la boule au ventre, le sentiment d'être pris pour cible, de rencontrer parfois des membres d'une famille, d'une personne qu'il aurait pu interpeller. Tout cela évidemment dans un contexte où la menace terroriste existe toujours. Regardez cet extrait, on en parle juste après. Voilà, vous la connaissez cette peur-là? Oui, bien sûr. Alors moi, je l'ai vécu quand j'étais en service, quand on faisait les courses en famille où des gardés à vue nous reconnaissaient, nous sifflaient, alors qu'on était avec nos enfants. C'était il y a quelques années, donc c'est pas exactement dans le même contexte. Là, on a vu qu'on a passé un palier. Il y a eu plusieurs exemples. Je me rappelle de ce couple en Seine-et-Marne qui avait été agressé en venant chercher. Puis il y a eu Viry-Châtillon. Bien sûr, il y a aussi Magnanville, où là, on a été plus loin puisque on a reconnu, identifié le domicile d'un policier pour le tuer ainsi que son épouse. C'est la question là aussi du fait que les policiers ne peuvent plus pour ces raisons-là, parce qu'il n'y a plus de respect des forces de sécurité, malgré toutes les lois qui ont été faites pour avoir des sanctions plus lourdes lorsqu'un représentant de l'État est agressé. C'est le fait que les policiers sont obligés aujourd'hui d'habiter loin de leur lieu de travail. Et ça, c'est un vrai problème et une différence fondamentale avec la gendarmerie, c'est que les policiers, notamment si on prend Paris, sont obligés de travailler à peu près à 2 heures en moyenne. Mmh. Et ça, il y a un vrai problème que le pouvoir politique doit se poser, parce que si on prend la préfecture de police ou la mairie de Paris, je l'ai dit à la maire de Paris il y a peu de temps, c'est qu'elle loge gratuitement 3000 gendarmes qui ne font pas la sécurité dans Paris. Il y a quand même un paradoxe. C'est-à-dire que ceux qui sont logés gratuitement à Paris ne font pas la sécurité. Et là, il y a une vraie question de fond sur l'accession au logement plus facilité pour les policiers parisiens. Mmh. Cette question-là est dans le rapport d'ailleurs. Vous en parlez du logement des policiers et des gendarmes. On ne doit pas avoir des policiers qui font 4 heures de trajet à des horaires pas possibles. Ils ne peuvent pas travailler dans des conditions sereines. Christophe Najlen là-dessus. Il y a plusieurs points. Il y a tout simplement, déjà, on a une perte d'autorité en France, clairement. Il y a 20 ans, 30 ans de ça, on n'aurait jamais vu les policiers se faire agresser chez eux ou des gendarmes se faire agresser chez eux comme on le voit actuellement. Donc il y a besoin vraiment et de peines plus sévères. Vous savez, dans ce sondage qu'on a fait, dans cette consultation, vous l'avez dit, 13 700 contributions. 13 700 contributions de policiers et de gendarmes. Pourquoi ? Parce que cette commission d'enquête, je l'ai voulu la plus proche du terrain possible. D'ailleurs, vous n'avez interrogé, pardonnez-moi de vous interrompre, que des forces de l'ordre, pas de magistrats, pas de sociologues. Vous avez voulu rester... c'est les acteurs du terrain et uniquement eux. J'ai voulu faire preuve de pragmatisme. J'ai voulu faire preuve de pragmatisme, écouter les réalités ils sont pragmatiques aussi, les chercheurs, les réalités du terrain. Moi, ce que je constate, c'est que tout à l'heure, M. Bernalicis me dit oui, mais les syndicats de policiers municipaux le disent. La seule chose que je sais, c'est qu'on a fait 31 auditions, vous êtes venus à 2. Oui. On a fait 7 déplacements, je vous ai vu dans aucun. Non. On a rencontré 250... Alors, ça, c'est vos histoires. C'est vos histoires internes. Ça n'intéresse pas forcément ceux qui nous regardent. On a vu 250 à 300 policiers et gendarmes lors de ces déplacements. Et ce qu'on met dans le rapport, c'est les remontées de terrain de ce que nous disent les personnes qui, au quotidien, sont sur le terrain. Pour vous, c'est une base de données fondamentale. Oui, non, je crois que c'est entre autres l'étude commandée à la fin à laquelle 13 700, si je me souviens bien, personnes ont répondu. C'est effectivement quelque chose d'intéressant. Après, c'est vrai que ce qui est peut-être gênant, c'est intitulé « Enquête parlementaire », ce qui n'envisage que le point de vue d'un des acteurs concernés. Je pense particulièrement, effectivement, à la proposition d'élargir le champ de l'amende forfaitaire, cet élargissement du champ de l'amende forfaitaire. Alors, il faut expliquer. De la simplification de la procédure et concerne les magistrats. Alors, on entre sur la question que vous proposez, vous n'êtes pas le premier, d'alléger les procédures administratives. Et là, on est dans le cadre, au fond, de la procédure pénale, pour, d'une certaine façon, en finir un peu avec la paperasse qui alourdit parfois le travail d'enquêteurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amende forfaitaire ? Peut-être vous voulez l'expliquer ? Allez-y, vous avez un peu moins parlé, Olivier Kahn. Non, mais pour comme ça, vous corrigerez. Et puis ensuite, on fait réagir. C'est donc la possibilité, alors au départ pour des contraventions, donc les infractions les moins graves, et puis ça a été progressivement élargi à certains délits, donc des infractions plus sérieuses, pour certaines, pour lesquelles la prison est encourue, de donner la possibilité à l'agent de la force publique de substituer à la sanction pénale prononcée par un tribunal une
contravention, enfin une amende, pardon. D'accord. Donc d'être à la fois la personne qui constate l'infraction et qui la sanctionne. Il est donc proposé dans le rapport d'en élargir le champ d'application, ce qui pose un certain nombre de questions. On pourra y revenir. Jean-Marc Ballaud, oui, alors le problème, c'est que ce qu'entendent les collègues par la simplification de la procédure pénale et administrative, c'est qu'un tout petit bout. D'ailleurs, on le voit bien dans le sondage, c'est pas la priorité qu'ils ont. Nous, on demande depuis des années qu'on fasse un choix dans ce pays de sortir du droit napoléonien écrit et qu'on aille vers l'oralisation. Je veux dire, là, il y a une grosse hypocrisie. La seule manière d'alléger la procédure pénale, c'est d'aller vers l'oralisation. La paperasse, tous les rapports faits par les magistrats à la chancellerie prouvent que 90% des procès-verbaux écrits ne sont pas lus. Bon, donc il faut en sortir. Tous les pays européens sont mis à la page. Dans tous les films qu'on voit à la télé française, même les films français, on voit des policiers qui ne tapent plus, qui ont une vidéo qui enregistre. Vous voulez quoi, numériser les choses ou simplement c'est déjà en cours. En 2021, avec les procédures sont numérisées. Nous, on va plus loin. C'est arrêtons d'écrire tout ce qu'on fait. Hugo Bernalicis. C'est pénalisant et ça coûte beaucoup de temps. Ou c'est simplement une question pratique de temps gagné? Il y a une grosse question pratique de temps gagné. Les syndicalistes policiers en général et beaucoup des personnalités politiques interrogent le droit en tant que tel, la procédure pour gagner du temps. Moi, je suis plutôt assez défavorable parce qu'on touche drastiquement à la procédure, mais il y a des choses du temps à gagner déjà sur l'état actuel de la situation. Enfin voilà, je vais dire ainsi que monsieur connaît bien, qui est LRPPN. Ce truc-là, il faudrait peut-être que ça fonctionne un jour. C'est le logiciel qui permet de prendre les plaintes. Tout le monde s'en plaint, 100% des policiers s'en plaignent. Alors vous êtes d'accord là-dessus? C'est bon. Pour une fois. Est-ce qu'on est capable dans ce pays de faire un logiciel qui fonctionne, quoi? Vous êtes d'accord là-dessus? Il nous reste peu de temps. Je voudrais quand même qu'on parle un tout petit peu à la fois la prise de conscience de l'exécutif de l'urgence et puis du contexte. J'en ai parlé au début parce que ce rapport il intervient dans un contexte très particulier où il y a une rupture de confiance, en tout cas dans une partie de la population vis-à-vis de sa police. Déjà, la prise de conscience des pouvoirs publics. Christophe Castaner a débloqué une enveloppe budgétaire. Il faut rappeler quand même, c'était il y a quelques mois, de 120 à 150 euros net par mois pour toutes les forces de l'ordre. Est-ce que vous avez le sentiment que la place Beauvau est à la hauteur? C'est pas pour toutes, d'abord. Progressivement. C'est pas tous les corps qui ont été servis, c'est ce qu'on nous a dit comme expression. Les gardiens de la paix. Un accord signé par certains, applicable à tous. Donc on nous a demandé de réfléchir, c'est comme ça, on nous a demandé de réfléchir parce que c'est lié à des réformes à mener. Mais est-ce que ça bouge non, mais justement, le problème, c'est ce ministère. Quand le DGPN est arrivé, l'actuel, M. Morvan, il a dit qu'il y avait une technocratie rampante dans ce ministère. Ça va faire 2 ans qu'il est arrivé, et je l'ai dit au ministre il y a 3 jours, elle est toujours là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les mêmes hauts fonctionnaires qui sont là depuis 20 ans, et qui sont les premiers à ne pas vouloir bouger ce qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Alors, qui est concerné? Puisque manifestement, c'est pas tout le monde. Et par ces hausses de salaire, c'est pas rien. C'est les gardiens de la paix, les sous-officiers de gendarmerie. Ça fait quand même du monde. Oui, non mais d'accord. C'est pas rien, 120, 150 euros net par mois. Demander aux policiers de terrain, c'est mieux. Mais ça ne résout pas tous les problèmes dont on a parlé au début de ce sujet. C'est-à-dire que c'est pas ça qui vous améliore vos conditions de travail. Et on en a parlé des conditions de travail. Et il y a ce sujet, Olivier Kahn, et je voudrais qu'on termine là-dessus, de la confiance des citoyens vis-à-vis de leur police. Ce rapport, il intervient dans un contexte particulier. Il y a eu beaucoup d'images. On va vous remontrer peut-être la plus récente, la séquence du pont de Sully. Vous les avez peut-être en tête, ces images, où vous voyez de jeunes militants écologistes manifester et se faire gazer alors qu'ils sont assis. Il ne faut absolument pas faire d'amalgame, on n'est pas en train de faire le procès de la police, mais il y a quand même ces images chocs qui frappent. D'ailleurs, une enquête de l'IGPN a été ouverte. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce moment où on se trouve, où finalement la police n'a plus confiance au fond dans le système dans lequel elle appartient, et une forme de rupture de confiance aussi avec une partie de la population? C'est ça, je crois qu'effectivement... Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il ne faudrait pas interpréter le temps de publication de ce rapport, qui, à de nombreux égards, est utile, comme un moyen de faire diversion à un moment où la police est mise en cause. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un certain nombre de mises en cause suite au mouvement des Gilets jaunes et autres, aux images que vous avez présentées. C'est sûr que la publication du rapport... Elle intervient dans ce moment-là, et c'est vrai que... Voilà, mais je crois qu'il faut conserver l'essentiel du rapport. 220 enquêtes en cours à l'IGPN dans le cadre des violences policières en marge des manifestations. Il y a dans le rapport quelque chose de très intéressant qui est de souligner, au moins 2 reprises, le problème d'équipement et de formation des unités de sécurité publique engagées pour renforcer le maintien de l'ordre.
Ce qui est paradoxal, c'était à la fois ce dont se gargarise le ministre de l'Intérieur et se félicite et promeut le nouveau préfet de police, cette intégration des unités de sécurité publique. Or, elle pose de sérieux problèmes. À l'inverse, dans le rapport, on trouve des choses très intéressantes en voyant par exemple à ce qui se fait en Allemagne sur l'utilisation de la vidéo et qui permettrait entre autres, de sécuriser certaines procédures judiciaires dans lesquelles les preuves qui peuvent être collectées sont un peu parole contre parole et autres. Donc il y a voilà, des éléments intéressants. Jean-Marc Bailleul, ce rapport, vous ne l'avez pas pris, c'est vrai que comme une diversion, une volonté d'affronter tous les sujets? Absolument pas. D'abord, il y en a eu un au Sénat. Rappelons-nous, et la question qu'il faut se poser après tout ça, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir, à quoi ça va servir, et est-ce que ça va bouger? Ça, c'est la question fondamentale qu'on se pose. Nous, on a été incitateur de répondre à ce sondage parce que on pense que c'est une bonne chose, et je crois que le ministère de l'Intérieur était plutôt contre. Nous, on était plutôt pour, parce qu'il faut que les collègues s'expriment en direct. Nous, on est des relais, mais ça suffit pas. Et ce que je voulais insister sur l'image que vous l'avez montré, sur le commentaire. Pour conclure, Pour conclure, c'est qu'effectivement, nous, on a dénoncé sur la période des Gilets jaunes, mais bien avant, le manque de formation continue, le rapport insiste là-dessus, et notamment au maintien de l'ordre. Et quand on est rentré dans la police, dans les commissariats en province, on s'entraînait au maintien de l'ordre. Il y a des commissariats qui ne se sont entraînés qu'à l'occasion des mouvements des Gilets jaunes. Et c'est ça qui est inquiétant. D'un mot, Hugo Bernalicis, j'ai vu que vous êtes arrivé avec une affichette. Oui, c'est un tract d'alliance qui m'a particulièrement choqué parce qu'il y a plusieurs mouvements. On rouvre pas le débat, on le conclut. Non, mais juste à un moment donné, l'attention qu'il y a au sein du ministère de l'Intérieur, au sein des policiers, fait dire à des syndicalistes n'importe quoi et remettre en cause des fondamentaux de l'état de droit. Moi, voilà, les policiers ne sont pas présumés innocents, mais déjà jugés coupables. Ah bon, je n'étais pas au courant. Montrez-le nous, parce que si vous voulez qu'on le voit, voilà. Et donc, en fait, ce tract dit aux magistrats, si nos collègues venaient être injustement condamnés, nous saurons ce qu'il nous reste à faire et notre colère, personne ne pourra la contenir. Alors, messieurs qui êtes aux responsabilités, passez le mot ou bien nous assumerons. Et le message au syndicat Alliance. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que des menaces sur les magistrats, sur les décisions qu'ils prendront? Je rappelle que l'autorité judiciaire, les policiers, ils sont soumis dans leur pratique. On est la profession la plus sanctionnée de la fonction publique. Oui, et tant mieux en quelque sorte. Mais moi, je m'inquiète de ça, de voir qu'il y a une autonomisation de la police. Et vous avez parlé d'Extinction Rébellion. Et il y a quand même, on se demande encore où est Steve. C'est aussi une autre enquête. C'est une autre enquête et on pourra consacrer un débat entier à ce qui s'est passé à Nantes en marge de ce festival.